La tragédie. 1347. Kaffa, aux portes de l'Europe. Les Mongols assiègent ce comptoir génois de la mer Noire. Mais la horde est rongée par un mal invisible, insidieux, mortel. Venu des confins de la Chine, une terrible maladie extrêmement contagieuse décime les rangs des guerriers. L'armée mongole est infestée par la peste bubonique. Rapidement, la horde n'est plus en état de combattre, et encore moins de prendre la ville. Le chef mongol ordonne alors de catapulter des cadavres pestiférés par-dessus les murailles. Les rats, qui pullulent dans le campement nomade, envahissent la place forte génoise, emportant dans leur pelage une armée de puces gorgées de maladies. Le mal pénètre dans les bas quartiers, progresse le long des caniveaux, s'infiltre dans les maisons. Dans la ville, l'épidémie s'embrase comme un feu de forêt. Pour fuir l'air infecté, de nombreux navires quittent le port. Avec l'air du large, les équipages pensent être sauvés. C'est alors qu'apparaissent les premiers symptômes. La mort fait partie des passagers. Longeant la côte, les premiers navires arrivent à Constantinople, chargés de leur cargaison mortelle. Très vite, les premiers cas de peste apparaissent dans la cité millénaire. Selon des témoins, elle peut tuer un homme en 1 heure. Depuis le Bosphore, des navires marchands, inconscients du danger, empruntent les routes commerciales et transportent l'infection dans tous les grands ports de la Méditerranée. Anatolie, Balkans, mer Égée, puis toute la Grèce sont touchés. Fin septembre 1347, les navires génois empestés arrivent à Messine et contaminent la Sicile. La peste passe de cargaison en cargaison, de navire en navire, de ville en ville. Gênes est ravagée. Puis Pise, Venise et Marseille. L'épidémie devient une pandémie. Aucun mur ne peut l'arrêter, aucune armée la combattre. La pestilence dévaste les villages, remonte le long des fleuves, grouille sur les bords des routes. Depuis Majorque, le fléau se répand en Espagne. Il empeste Tunis, frappe la Crète, Chypre, l'Égypte. Alexandrie et le Caire sont touchés à leur tour, mais aussi la Syrie, Acre, Jérusalem. Pour les populations, la seule chance de salut est de fuir. Fuir aussi loin que possible et ne jamais, jamais revenir. Irrésistiblement, la contagion traverse la Provence, ravage Montpellier, Toulouse, remonte le long du Rhône et contamine Lyon. Le 20 août 1348, Paris est atteinte. De partout, on emmure les gens infectés, on place les quartiers en quarantaine, on ferme les portes des villes. Rien ne peut arrêter l'hémorragie fulgurante. Suisse, Saint-Empire et Royaume d'Angleterre sont tous rongés par ce mal incurable. L'Europe tout entière est bientôt infectée. L'humanité est en train de livrer un combat sans merci contre la bactérie. Et elle est en train de le perdre. 25 millions de morts. La peste noire remporte 1/3 de la population européenne en 4 ans. Dans certaines villes, on compte plus de 1000 morts par jour. Elle se manifeste sous 2 formes. La peste bubonique se déclare d'abord par l'apparition de ganglions, les bubons. Puis surviennent des troubles nerveux et psychiques. Une température pouvant atteindre 42 degrés et une septicémie généralisée entraînent la mort des personnes infectées dans 2 cas sur 3 au bout de quelques jours. La peste pulmonaire, inoculée par les gouttelettes de salive, est beaucoup plus rapide et peut terrasser un homme en quelques heures. Les chances de survie sont nulles. Le malade est condamné. En accord avec la théorie des miasmes, on pense que la maladie se transmet par l'air. On se protège donc le visage pour manipuler les cadavres ou soigner les malades, mais personne ne se garde du vrai danger, les contacts physiques directs avec la bactérie
et les morsures des puces infectées transportées par les rats. La pestilence éradique des familles entières. Les cimetières sont saturés. Les fosses communes débordent. Les cadavres infestés s'amoncellent dans les rues. Par crainte de la contamination, les autorités interdisent les déplacements, instaurent des quarantaines, emmurent les contaminés, brûlent les cargaisons infectées. La population se calfeutre dans les maisons, abandonne les mourants, rejette les corps torturés dans les rues désolées. La mort règne. L'heure est à la survie. Les prêtres et les moines sont frappés de plein fouet. Suivant leur idéal d'aide au prochain, ils sont en première ligne. Bientôt, il n'y a plus personne pour recueillir les derniers sacrements des mourants. Une véritable angoisse collective surgit. On commence à parler de punition divine, d'apocalypse. Les adeptes du mouvement des flagellants se fouettent en procession pour expier les péchés des hommes et obtenir la miséricorde de Dieu. À travers l'Europe, on cherche des boucs émissaires. Les communautés se replient sur elles-mêmes. Partout, on se trompe d'ennemis. Personne ne se méfie des rongeurs. La mort semble frapper à l'aveugle, sans distinction d'âge ni de sexe. L'ordre naturel des choses est complètement bouleversé. Des enfants meurent avant leurs parents. Les mourants ne reçoivent plus les derniers sacrements. C'est tout le modèle de société qui est ébranlé. Les repères traditionnels disparaissent. La psychose se répand au même rythme que l'infection. L'Europe, soumise aux famines et frappée par la peste noire, est à l'agonie. Puis, aussi soudainement qu'elle est apparue, la peste noire semble disparaître en 1352. Les gens arrêtent de mourir. Les symptômes disparaissent. Le bacille de la peste n'a pas réussi à infester l'ensemble de la population, souvent faute d'hôtes vivants à contaminer. Le cauchemar est terminé. S'effondrerait-elle ? La grande peste de 1348 n'était que la première vague. 10 ans plus tard, la maladie frappe à nouveau. Les nouveau-nés et les enfants sont particulièrement touchés. On comprend alors que la maladie sera toujours là et qu'elle reviendra, encore et encore. Durant les 4 siècles qui suivent, l'Europe connaîtra une vingtaine d'autres vagues, plus ou moins fortes. La peste arrive et repart, comme un mouvement de marée. En France, des milliers de villages disparaissent, faute d'habitants. La construction des cathédrales est ralentie pendant près d'1 siècle. La méconnaissance du mal, l'incompréhension, la peur et la panique sont à l'origine d'une nouvelle conception du monde, de l'existence et de la mort. De nombreux tableaux de l'époque illustrent des cadavres décharnés, entraînant les vivants dans une farandole infernale sur fond d'apocalypse. On invente l'image de la faucheuse, la mort implacable qui emporte les gens par milliers, moissonnant les vivants comme de la paille. Le clergé, désarmé et impuissant, a été décimé. On forme alors à la hâte des remplaçants pour combler le vide. Mais on ne remplace pas une vie d'études et de prières en quelques années de formation. L'économie du XIVe siècle, privée de main-d'œuvre, est complètement désorganisée. Les ouvriers, devenus rares, sont chers. Les salaires explosent. Les champs sont vides de paysans. Les récoltes catastrophiques. Les seigneurs, privés de leurs revenus, perdent du pouvoir. La peste déclenche une réaction en chaîne qui accélère la fin de la féodalité. Jusqu'au XIXe siècle, on continuera à croire que la peste se transmet par contamination de l'air. Il faudra attendre 1894
et des dizaines d'épidémies meurtrières à travers le monde pour que l'on identifie la bactérie Yersinia pestis comme étant responsable. À l'heure actuelle, il est toujours impossible d'estimer le nombre total de ces victimes, même à plusieurs millions près. Loin d'être éradiqué, le bacille de la peste est toujours présent sur la planète et mute à chaque nouvelle occurrence. Personne n'est en mesure de savoir à l'avance à quoi il ressemblera demain.